Alors, on va terminer le congrès par les actions collectives que l'on porte, que l'on organise, vous le savez. Et on a vraiment besoin de vous sur ce sujet. Il y en a plusieurs. La première de ces actions collectives, elle a été dans la suite des parcours innovation qu'on a montés, l'opération Japon 1 et Japon 2, c'est-à-dire l'opération Session 1 était en effet l'année dernière et s'est terminée le 4 décembre. Et puis on a eu l'opération qu'on a renouvelée en octobre, fin septembre et octobre. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Déjà, les conditions tarifaires n'étaient pas les mêmes du tout. Parce qu'il y avait l'exposition universelle, parce que le transport aérien est un peu lourd. Ces deux projets qui s'inscrivaient dans une suite logique ont été pensés par Hubert et moi-même lors de la Drupa 2024, en fait. Et on a essayé de rêver, de dire on est peut-être un peu fou, on va essayer de faire un parcours innovation dans un des pays qui concentre le plus de centres d'innovation sur l'impression numérique, en fait. Puisqu'en Europe, malheureusement, il y a des délégations commerciales, essentiellement. On a commencé à penser, on s'est partagé les rôles, on a pensé à cela en n'oubliant jamais que 14 heures d'avion, plus 8 heures de décalage horaire, plus des séquences un peu lourdes étaient très, 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 très fatigantes, c'est clair, et qu'il fallait faire quand même attention. C'était le premier point. Donc on a voulu traiter, grâce à notre partenaire Havas et notre partenaire Ambition Graphique, traiter les participants à un très haut niveau de confort, parce que sinon c'est quasiment impossible. Si jamais on chute là-dessus, on est sûr qu'on rate notre affaire. Tout le monde pourra vous dire à quel point la logistique a été remarquable. On a travaillé sur un parcours cohérent. La version 2 que m'a proposée Hubert était différente de la première. Il y avait en effet... il y avait Fanuc, bien sûr, sans aucun problème. Il y avait un imprimeur qui était différent de la première session. On peut se demander si cet imprimeur ne ressemblait pas au nôtre d'il y a 40 ans. Ça a secoué certains de nos adhérents, sérieusement. Et je n'ai pas un seul participant qui m'ait dit « Oh, j'aimerais bien vivre dans ce pays ». Dans ce contexte, et travailler dans ces entreprises avec ce rapport très hiérarchique, un rapport homme-femme aussi qu'a mentionné ce matin Denis, un peu particulier, très particulier, et un rapport à la productivité qui n'est pas du tout le nôtre. Donc l'intention d'Hubert et de moi-même n'était pas du tout d'importer quoi que ce soit, croyez-le bien. Je vous le dis parce que parmi les gens les participants qui sont ici, qui ont accepté de venir témoigner, encore une fois, c'est pas, on prend pas son carnet de notes pour dire voilà, j'ai trouvé ça bien, ça non, c'est pas la peine, on n'est pas là-dessus. Mais c'est très honnêtement avoir une impression générale. Et il y a eu plusieurs remarques, mon Hubert, extrêmement importantes, non pas sur le pilotage du projet, mais les remarques, y compris chez les partenaires sociaux qui sont ici dans la salle. J'ai eu plusieurs échanges, dont un avec Éric Martin, qui m'a dit, d'une manière très franche, c'est super, c'est très bien organisé, c'est piloté complètement par l'UNIC et avec le soutien d'Ambition Graphique, mais la transposition, même mentale, ou organisationnel de ce que l'on peut voir, j'ai des doutes, m'a-t-il dit. J'ai des doutes. J'ai aussi cette remarque de gens, d'experts. Il y en a un qui va témoigner, qui est Alain Touminet, qui est là.
Alain, c'est le pape de la couleur. Et il m'a dit, et de l'optimisation. Et il m'a dit, bon, des choses magnifiques, incontestablement. Mais il y a des vitrines qui sont superbes, mais qui sont factices. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il ne faut pas s'imaginer prendre au pied de la machine ce que l'on a vu. Alors, il y en a d'autres qui viennent de la première session, comme Alban, qui est ici. Alban est président d'Imprimelux, on l'avait invité. Et lui qui a un œil d'homme du packaging à l'époque. Quand il était en effet complètement investi dans un grand groupe qu'il pilotait, a fait des remarques sociétales et industrielles. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Plusieurs de nos adhérents ont fait des remontées très intéressantes sur ce que ça avait changé dans leur comportement. Session 1. Objectivement, j'en crois pas un mot. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Faut pas croire qu'on pourrait traduire dans ce contexte de pyramide des âges, vieillissement de la population, d'hyper hiérarchie. Je suis pas certain que ça puisse être traduit. J'ai un de mes adhérents, donc de l'Est, que tu connais bien, de Strasbourg, qui m'a dit c'est super, c'est très propre, c'est très ordonnancé, c'est très organisé, mais il y avait un mais. Donc ça n'empêche que nous n'avons pas du tout l'intention de regretter d'avoir pris cette initiative avec Hubert, parce qu'avant il y avait la Drupa, avant il y avait Unkeler. Avant, on parlait tout le temps d'optimisation, et je sais que parmi nos membres, Hubert, certains ont été bousculés par Fanuc, sérieusement bousculés, Komori, sérieusement bousculés, pas du tout par certains fournisseurs d'impression numérique, et ont été bousculés par la façon de travailler aussi, sérieusement. Donc nous, on a à en tirer des conséquences. Nous, l'unique à la branche, ça c'est sûr, mais pas au-delà de... Si on veut aller plus loin que l'émotion, il faut vraiment réfléchir à comment ça peut impacter nos remarques. Je vous rappelle, je vous le dis, je le prends pour moi, j'ai tenté, elle le sait bien, Evelyne, des rapports de type Erasmus, si je puis dire, avec le Japon. Résultat 0. Nous, on veut partager, eux ne partagent pas. Donc, il faut avoir ça. Alain peut en témoigner. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. L'INP a réussi quelques opérations, mais souvent beaucoup plus avec des pays du Sud. C'est pas simple du tout de travailler en. J'ai essayé, je peux vous assurer. Bon. Je vous le dis parce qu'avant de passer la parole à quelques témoins, et je donnerai aussi la parole aux partenaires sociaux et aux pilotes évidemment qui est là. Vianney, un façonnier qu'on a convaincu de venir. C'est pas évident. Bon, on est sur un domaine de l'impression numérique, etc. Impressionné également par Fanuc et l'organisation et le pilotage. Il vous le dira lui-même. Bon. Alain, donc, clair. Alban, version 1. Savoir ce qui a changé un petit peu, s'il y a eu des choses qui ont changé. Philippe, enfin, tous ces, je sais pas, cette communauté qui ont envoyé des messages de soutien, d'appréciation de l'organisation, de félicitations sur l'organisation. Ça, je pense franchement que c'est tout à notre crédit, je le crois, je le pense. Mais attention, l'innovation est parfois à nos portes. Elle est à nos portes. Il suffit d'aller en Grande-Bretagne. Il suffit, ce dont je rêve, qu'on aille visiter le Rochester Institute of Technology, qu'on aille aux États-Unis. Attention, c'est pas forcément l'exotisme qui fait l'exemplarité. Donc, Hubert et moi, on est très lucides là-dessus. Il vous a fait une synthèse. Évidemment, il va nous dire comment il a vu ça, mais c'est appuyé sur
des gens qui l'ont vécu et qui disent peut-être que pour ma PME, a fortiori dans la finition, ça demande une passerelle en quelque sorte, quoi. Si tant est que. Voilà. Donc, moi, c'est d'abord vous que je voulais remercier, ceux qui avaient participé, parce que les concepteurs du projet, on s'est demandé d'ailleurs longtemps si on allait le faire. Donc, je me dis, encore une fois, le soutien de la branche. Sinon, ce genre d'initiative, c'est pas la peine. Je vous rappelle que ce qui est resté à la charge des entreprises, pour celles qui étaient, je dirais, contributrices, 990 €, alors que tout ceci coûte 6 400 € en fait. C'est ça la vérité. Donc on a eu des invités, etc. Mais c'est des voyages d'exception. Pour ceux qui ont participé avec nous à d'autres opérations, on est allé à Shanghai en 2018, on est allé au Québec, à l'Institut de communication graphique du Québec, qu'elle connaît bien, qui s'appelait comme ça à l'époque, qui est l'Institut d'imprimabilité. On est allé à Lucerne. Pour nous, cette boîte à outils, elle est assez intéressante, mais c'est pas facile de le traduire. Franchement, pas facile de le traduire. Peut-être qu'on ajustera, en tout cas. Moi, j'ai fait une promesse à Christophe, qui doit être là. Non, je ne sais pas s'il est là. Oui, il est là. Christophe Villard, qui est l'homme de la standardisation des process et de la colorimétrie. Nous l'avons porté pour qu'il soit l'homme du TC130, en fait, de l'AFNOR Monde. Nous les recevons dans une grande opération telle qu'on l'avait fait naguère avec le Psychogif et puis Pascal Janglet. Donc, mais il se trouve qu'il y a une implication très grande des Brésiliens et que le Brésil est un champ d'études très, très, très intéressant. Déjà, une amélioration sensible sur la déforestation, une amélioration sensible liée à un centre technique qui est assez remarquable, une présence papetière évidemment énorme. Donc, c'est dans notre axe, cela. Donc, ce premier point-là, je vais laisser la parole à Hubert. J'aimerais que Vianney, bien sûr, Alain Millet, bien sûr, Alban pour la session 1, si vous pouviez venir. Évidemment, toute personne qui voudrait témoigner m'intéresse beaucoup, parce que, et même si c'est un peu exotique, si je puis dire, et je donnerai la parole aux partenaires sociaux, parce qu'ils ont un regard un peu particulier. Du début à la fin, tu vois, c'est beau l'histoire. C'est pour que ça va être aussi formel. Oui, donc plus, ça va être tranquille. Ça va être tranquille. Déjà, nos amis qui, avaient déjà fait des restitutions écrites. C'est pas pour répondre au questionnaire. Comment, et Aurore, on fait détaillé de ce qui est bien trouvé et de ce qui est pas trouvé. Ça en tête. Pareil, il y a ça qui va, très bien, mais il y a aussi ça. Il faut avoir un regard critique. Alors j'ai été le directeur technique des deux missions, donc je suis le chanceux de la bande, puisque je suis allé 2 fois au Japon. Deux missions relativement complexes à monter, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, déjà je me suis appuyé sur la GFPO, donc l'équivalent de l'UNIC au Japon, la Japan Federation of Printing Industry, et c'était très compliqué. En fait, ils ne comprenaient pas pourquoi on voulait venir. Parce qu'ils n'avaient rien à nous dire. Rien à nous dévoiler, rien à nous dire, et vraiment on était très exotiques dans nos demandes, et en fait elles étaient très simples, nos demandes, c'était comprendre l'innovation, et essayer, moi, avant tout, comme porte-parole de la branche, de porter en tant qu'imprimeur un regard curieux,
sur ce que pourrait être un atelier en France, à l'aune de toutes les technologies et de toutes les innovations dont je me faisais peut-être des illusions d'ailleurs, et qui ont été parfaitement illusoires pour certains d'entre nos fournisseurs. Donc la GFPO n'a pas compris, et d'entrée de jeu, sur le premier voyage, ça a été très compliqué. C'est pour ça que pour le deuxième voyage, je ne suis pas passé par eux, et j'ai directement contacté les fournisseurs. Et je remercie évidemment, il n'est pas là, Guillaume Gauger, mais Guillaume, le patron de Comori, a été absolument exemplaire sur les deux voyages, parce que c'est lui qui nous a ouvert d'une part les portes de la fonderie Comori et de les chaînes d'assemblage des Litron, mais aussi je voulais associer à la manufacture la réalité de l'exécution dans des imprimeries. Donc le premier voyage, nous sommes allés chez Kyodo Printing, société qui fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui imprime beaucoup de mangas, des mangas comme jamais j'en ai vu, parce que c'est des choses énormes, de piqûres métal sur du 250 pages, sur du papier vraiment très moche. C'est vraiment du consommable, et puis après ils en font des extractions pour en faire des mangas tels qu'on les connaît. Kyodo, bon voilà, c'est une très belle imprimerie qui a été... à la différence de Kyoritsu Printing, qui est la deuxième imprimerie que nous avons visité dans le second voyage, Kyodo est une entreprise moderne avec des rotatives de chez Fuji que je n'avais jamais vues, toutes robotisées, avec une performance en tant qu'imprimeur qui m'a particulièrement interpellé, puisqu'elle repose la performance sur l'absence d'interruption. Voilà. Et en fait, c'est ce que j'ai constaté globalement au Japon, c'est que la performance, c'est comment supprimer les aléas. Et à commencer par l'aléa humain qui ne prend que 5 jours de congé par an quand il ose les prendre. Voilà, c'est comment supprimer l'aléa. Donc c'est vraiment une façon d'appréhender ou de gérer la productivité qui n'est pas du tout la même que nous. En tout cas, Comori nous a ouvert des portes absolument fabuleuses qui nous ont permis de mesurer l'écart, le gouffre, l'abîme qui existe entre nos ateliers et ces entreprises, et notamment la deuxième, Kyoritsu Printing, hors d'âge, qui vraisemblablement avait peut-être 40 ans ou 50 ans d'existence, mais qui déjà, il y a 50 ans, était ultra moderne. C'est comme, vous prenez les vieilles Mercedes qui étaient hyper équipées en options, ben déjà, eux, ils avaient tout, il y a 40 ans. D'où un Fanuc. Gilles nous a ouvert Fanuc avec, je dirais, persévérance, parce que là aussi, c'était un combat absolument titanesque, d'ouvrir les portes de Fanuc au pied du mont Fuji. Quelle expérience, Gilles, c'est absolument, enfin je pense que c'est quelque chose qui sera partagé avec mes collègues. Mais Fanuc, ça a été très 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 compliqué dès le premier voyage d'ouvrir les portes de Fanuc, et Gilles et moi avons dû réfléchir à une stratégie qui a marché, parce que donc, ah bon, vous ne voulez pas recevoir l'unique, ben on va aller chez le concurrent. Et donc là, ils se sont dit, mince, on est en train de rater un truc, donc on va peut-être regarder ce qu'ils veulent, vraiment. Donc moi, je leur ai dit, ben voilà, en ce qui me concerne, j'ai un R2000, il est tout jaune, je suis content, mais bon, je j'aimerais bien voir, parce que Gilles m'a dit qu'il fallait voir des robots qui fabriquent des robots, et tout ça dans des salles sans lumière. Donc bon, j'étais très curieux, donc je me suis intéressé à eux, puis progressivement, on a appris à faire connaissance au téléphone, en visio et autres. Et puis, tout ça pour vous dire que c'est très, très compliqué d'approcher le Japon. Ça a été vraiment une mission avant la mission, qui était celle de convaincre et d'expliquer qu'on n'était pas des ignorants ni des espions. Et d'ailleurs, vous allez être totalement frustrés parce que je ne vais rien vous dire, en fait, parce que je n'ai pas le droit. Nous avons tous signé des contrats de confidentialité, notamment Claude Thoman, il est là, Claude, non ? Oui, Claude, tu es caché. Pour Konica, je vais quand même essayer de dire 2-3 choses sur Konica, mais globalement, nous n'avons pas le droit de restituer les informations techniques. Nous avons eu accès, que ce soit chez Comori, que ce soit chez Konica, chez Fanuc, également chez Ricoh.
Nous avons eu accès donc aux ateliers de recherche et de développement. Donc nous avons pu voir ce qu'il y avait dans les tuyaux et qui vont débarquer sur les marchés occidentaux. Voilà, donc c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est interdit. Donc je ne vous dirai pas grand-chose. J'ai fait un rapport technique que on vous diffusera à la demande, qui est, je pense, relativement dense et riche, avec menu détail, mêlé un petit peu de poésie dans ce monde de brut, parce qu'il fallait un petit peu humaniser cette froideur japonaise qui, au-delà d'un accueil absolument très, très chaleureux, respectueux, avec beaucoup de condescendance parfois même un peu gênante, voilà, l'accueil est resté vraiment à la hauteur de cette culture japonaise du respect, mais également de la grande méfiance de l'étranger. Voilà, donc nos partenaires français, donc Gilles Gauger, Komori et donc toi, Gilles, merci encore beaucoup, ainsi que Claude et Jonathan Léval, président de Konica, nous ont vraiment facilité les choses pour qu'on aille plus loin. Nous avons visité également Fuji, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, parce que sur le premier voyage Fuji, on n'a pas pu, pour des raisons politiques, rencontrer Fuji et de planning également, mais on a pu le rencontrer sur le deuxième voyage. En synthèse, sur ce qu'on a pu voir, je dirais que, sans entrer dans les détails de machines, j'ai vu un Konica qui essaye de supprimer toutes les erreurs pour l'opérateur, en intégrant beaucoup d'automatismes et notamment l'intelligence artificielle qui permet d'anticiper beaucoup de choses. C'est des choses qu'on a retrouvées aussi chez Fuji et chez Komori. On voit que l'IA est en train de rentrer dans les moindres interstices de nos machines pour une raison très simple également qui a été expliquée, c'est que la pyramide des âges n'aide pas et il faut qu'il y ait cette formation continue, constante, permanente. Et donc l'IA apporte son supplément de technique et de pré-réglage et ça aide quand même beaucoup. Komori supprime également l'effort. C'est ce que nous avons vu sur l'offset. Donc les automatismes, et on voit bien que l'offset est loin d'être morte, tant les machines pédalent vite, tant les machines se mettent à la couleur à une vitesse vraiment impressionnante, avec une colorimétrie reproductible de plus en plus, qui n'est pas toujours simple en offset, surtout quand on a de plus en plus de réassorts dans nos pays, où l'imprimeur, de plus en plus, il y a un réimprimeur, il passe beaucoup de temps à réimprimer, donc que ce soit les couvertures ou les hors-textes, la question du delta E sur la colorimétrie est très importante, et là aussi les technologies vont aider et aident déjà beaucoup à stabiliser la couleur. La qualité n'est pas un combat quotidien au Japon, la qualité est un prérequis culturel. Sur le premier voyage, nous avons eu la chance de visiter le showroom de Dai Nippon Printing, DNP, qui est le premier imprimeur mondial avec 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires et plus d'une centaine d'imprimeries dans le monde, y compris en Asie, en Inde, au Japon et aux États-Unis. Et DNP va très très loin, jusqu'à numériser dans ses multiples métiers et compétences en 3D des objets du Louvre, pour qu'à distance, vous puissiez manipuler des objets avec des technologies japonaises qui sont issues de DNP. Donc on était très très loin du print, mais DNP nous a donné une vraie leçon d'innovation jusqu'aux écrans des téléphones. Enfin, ils sont dans l'image et dans la façon dont on voit cette image. Ils sont partout, et parfois dans des technologies qu'on n'imaginait même pas, notamment les tableaux de bord des voitures. Donc comment est-ce qu'un imprimeur, jadis autrefois, qui ne faisait que du papier, voire de l'origami avant, comment est-ce qu'il s'incruste maintenant dans les tableaux de bord des Toyota? C'était assez étonnant
de mesurer cette évolution de nos métiers. Ça nous a laissé un peu, non pas rêveurs, parce qu'on se dit waouh, et moi demain peut-être que je pourrais faire du tableau de bord pour SpaceX, ou j'en sais rien, ce que je pourrais faire. Mais en tout cas, ça ouvre des perspectives où l'imagination, on voit bien qu'elle n'est pas que mécanique, elle est aussi pensée, réfléchie et structurée, et comment apporter toujours un supplément d'âme à l'information que l'on voit, qu'elle soit papier ou électronique. Donc la qualité n'est pas un combat quotidien, c'est vraiment un prérequis culturel. Nous avons de très belles entreprises françaises qui travaillent pour des marques japonaises dans le luxe. Combien de bons à tirer sont faits, refaits, et combien de pré-séries sont envoyées de la France vers le Japon avant qu'elles ne soient validées dans des séries industrielles. Donc le luxe en France, on sait le faire, et c'est ce que j'ai noté aussi au Japon, c'est que nous avons une longueur d'avance assez nette et différenciante par rapport à cette massification et à ce déluge de technologie, même si elle peut paraître hors d'âge. Ils ont vraiment commencé bien avant nous à robotiser, à moderniser, et aujourd'hui on voit bien que la modernisation des outils, elle va se faire plutôt sur le jet d'encre. Les investissements sur la massification et les rotatives, on n'en voit plus. D'ailleurs, les fabricants, ils sont devenus extrêmement rares à fabriquer maintenant ces outils de massification. On est plutôt aujourd'hui sur un offset feuille qui va aller très vite pour prendre le relais des rotatives. Concernant ces technologies qui sont anciennes, FANUC nous a donné une vraie leçon de zéro obsolescence. Nous avons, au-delà des ateliers où on a pu voir des robots qui fabriquaient des robots, qui eux-mêmes fabriquaient des robots, on a vu surtout, en fin de parcours, un atelier qui supprimait l'obsolescence, et les robots de plus de 40 ans qu'on a vus chez Kyoritsu pouvaient être réparés et avoir une vie quasiment éternelle, parce que FANUC reprend tous les robots depuis plus de 80 ans maintenant et est en capacité de leur donner une nouvelle jeunesse, y compris sur les cartes informatiques avec des transistors qui est gros comme mon pouce. Et aujourd'hui, ils sont capables de changer une carte intégrale en miniaturisant tout, mais le bras polyarticulé, par exemple, reste le même, le préhenseur reste le même, et il est juste remis au goût du jour avec des nouveaux contrôleurs informatiques de façon à améliorer, par exemple, les cadences. Dans les grandes lignes, pardonnez-moi encore, avec le respect japonais qui est le nôtre des NDA, on a vu chez Konica la nouvelle génération de presse jet d'encre au format B2 qui va pédaler à 6000 B2 heures recto et 3000 en duplex recto-verso, avec une qualité qui est vraiment bluffante et une stabilité de colorimétrie vraiment constante et reproductible. On a vu chez Fuji... il y a des choses qu'on a vues chez Fuji et des choses qu'on n'a pas vues chez Fuji. Alors, ce qu'on a vu chez Fuji, c'était des choses, rien de bien renversant, du jet d'encre qui fonctionne bien, avec l'usine du futur où il y a le massicot qui n'a plus de massicotier, la plieuse qui n'a plus de plieur, la brocheuse qui n'a plus de brocheur, et puis juste un cockpit avec un commandant de bord qui, à la façon d'un drone, va piloter son papier et son flux à partir d'une bobine blanche jusqu'au produit fini. Donc ça, ils appellent ça la New Age Technology. Bon, c'est très beau sur la théorie, ça ne fonctionne absolument pas dans la pratique, parce que c'est nous en mettre plein les yeux. Mais dans la réalité, un atelier ne fonctionne pas comme ça. Du moins, je n'en ai pas encore vu. Et dans la réalité de ce que l'on a vu, on y est très loin. Et on avait déjà commencé à voir ça à la Drupa. C'est bien, ça va peut-être soulager les métiers pénibles, mais je ne crois pas que ce soit encore le temps de supprimer l'homme ou la femme des ateliers.
Ce qu'on n'a pas vu chez Fuji, c'est une prédation mondiale de leur part sur les têtes jet d'encre, avec les fameuses têtes Samba, que l'on retrouve partout. Et ça, les constructeurs refusent évidemment de l'avouer, qu'ils vont dealer avec Fuji, mais voilà, sans dévoiler de marque parce que c'est confidentiel, mais ce que j'ai pu voir, c'est que Fuji, avec sa technologie piezo, qui évolue constamment, c'est devenu un quasi standard dans les presses numériques jet d'encre. Donc bravo à eux, parce que c'est à l'échelle où ils sont et sur la qualité à laquelle ils arrivent, tant en vitesse qu'en qualité de projection des gouttelettes, on arrive à quelque chose qui est bluffant, stable, reproductible. Et voilà, les têtes Samba vont nous aider beaucoup dans notre avenir à gagner en productivité, en sérénité et en reproductibilité. Alors bon, le modèle social japonais nous a vraiment interpellés. C'est l'intégration totale au service de l'entreprise. C'est une quasi-dictature. Vous ne verrez pas là-bas d'opérateurs à flâner ou à avoir un téléphone portable ou ne pas avoir ses EPI. Enfin, c'est austère. C'est gris la plupart du temps, austère, strict. Les contremaîtres sont habillés comme si c'était des je sais pas, à Fleury-Mérogis, les matons sont pareils. Non, presque. Non, c'est dur. Et puis pour Kyoritsu Printing, c'est encore plus dur parce qu'ils ont des baraquements où ils logent les ouvriers, donc dans des conditions qu'on ne veut même pas connaître. Mais c'est assez violent. C'est la vie subordonnée au collectif. Et ça ne laisse pas indifférent. C'est une discipline implicite, quasi militaire de notre métier. Alors, même si notre filière française doit viser l'exigence, on ne doit pas viser la servitude. Et là, on est vraiment dans une servitude totale et absolue où la rigueur, c'est la rigueur par l'effacement de l'homme. Il n'existe plus, il n'a plus d'humanité dans ce monde-là. Donc, pardonnez-moi, je suis un peu dur, mais je pense un peu objectif par rapport à ce sentiment où l'humain est complètement dégradé par rapport à la technologie. Voilà ce que je voulais dire. Un point important, parce que ça nous tient vraiment à cœur avec l'UNIC et Ambition Graphique et l'IDIC, c'est que le Japon, par contre, il fait le maximum pour valoriser la formation, qui, même si elle est encore vue comme un coût, elle est un levier de souveraineté pour eux. Donc c'est très important. On partage ce point. C'est un levier de souveraineté aussi pour la France. Si je devais faire une projection d'un atelier français à l'aune d'un atelier japonais d'ici 2030, l'atelier français en 2030, il ne sera pas défini par ces machines, il sera défini parce que les machines, elles seront moins sujettes à l'obsolescence. On va les entretenir, notamment grâce à Unicaire, dont je vous parlerai tout à l'heure. L'atelier de 2030 français, il sera défini par la stabilité des équipes, il sera défini par une capacité à piloter des flux de plus en plus complexes, et, comme je vous le disais en préambule de mon propos, par la suppression de la vulnérabilité et des aléas. Voilà. Alain, ton avis ? Oui, bonsoir à tous. Je voulais commencer par remercier Pascal, parce que je n'avais pas eu l'occasion de le faire, pour cette invitation au Japon. Je voulais aussi remercier Hubert pour ce magnifique rapport technique qu'il nous a fait. Je ne sais pas, j'espère que vous l'avez tous lu, parce qu'il regorge d'informations hyper précises. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant si vous voulez investir dans des technologies numériques. Allô, ce qu'on peut dire sur ce rapport, enfin, je parle sous le contrôle de Pascal,
Comme il est sujet à NDA, c'est à une confidentialité, on peut vous le mettre à disposition si vous acceptez l'augure de signer un papier comme quoi il ne sera pas diffusé. Donc, Pascal, voilà. Si vous souhaitez ce rapport qui fait une 20aine de pages et qui est très technique, qui est très pointu, qui va détailler dans le menu recoin les technologies qu'on a vues et celles qu'on n'a pas vues, vous adressez-vous à moi sur mon adresse de l'UNIC et on fera un petit échange de NDA et puis je vous l'enverrai. Et donc, voilà, je voulais... alors, effectivement, ce voyage au Japon qui a été très dense, hein, avec un programme ambitieux. Moi, ce qui m'a le plus marqué sur un plan innovation, effectivement, même si c'était des technologies que je connaissais déjà, c'est réellement la montée en puissance de l'impression avec les machines jet d'encre. Alors effectivement, je connais déjà ces technologies parce que je les utilise non pas au quotidien mais très fréquemment. Hein, dans le groupe Prenant, il y a Philippe tout à l'heure qui est intervenu. Je l'utilise également sur des machines Konica Minolta. Mais c'est vrai que on voit aujourd'hui, avec la montée en puissance des Japonais, qui sont jamais des gens qui sont forcément leaders. Hein, ils innovent dans le silence, ils travaillent de manière patiente, ils attendent leur heure, ils attendent leur tour, et ils savent qu'à la fin, c'est eux qui vont rester. Il y a une vraie résilience, c'est un travail de long terme, de longue haleine, quand on voit ce qui s'est passé dans les industries graphiques entre Kodak et Fuji, par exemple. On était tous persuadés qu'à une époque, Kodak embarquerait tout le marché des industries graphiques, et au final, il reste surtout Fuji, quoi. Et alors, j'en reviens à l'impression jet d'encre. C'est vrai que c'est une vraie révolution, l'impression jet d'encre, beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer, parce que l'offset progresse, c'est certain. L'offset au Japon, c'est aussi l'offset hyper fiable, hyper précis. Bien sûr, les machines allemandes n'ont rien à envier aux machines japonaises, puisque on connaît tous les qualités des machines allemandes. Personnellement, j'ai eu des machines japonaises et des machines allemandes, globalement de dernier cri, donc je peux comparer. Je peux comparer à la fois dans la production et dans l'aspect, je dirais, promesse marketing. Et s'il y a quelque chose qu'il faut retenir vraiment, c'est que les machines japonaises sont d'une fiabilité extrême. Hein. J'ai eu l'occasion, moi, d'avoir des machines non pas Komori, mais Mitsubishi, que j'ai gardées 4 ans, que j'ai achetées neuves. Je n'ai eu quasiment aucune maintenance sur ces presses, qui tournaient pratiquement 24 heures sur 24 à 16 000 feuilleurs. C'est des choses qu'on retrouve chez Komori, hein, pour les gens qui possèdent des Komori. J'ai eu après des machines allemandes dont j'étais extrêmement satisfait. Mais bon, il faut bien intégrer les coûts de maintenance, car là, très vite, on peut citer, hein, j'étais aussi très content de ces presses qui étaient des KBA, mais effectivement, les coûts de maintenance sont absolument rien à voir. Et les arrêts dont parlait Hubert, hein, c'est-à-dire de la productivité qui permet vraiment une productivité élevée, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt, pas de panne, pas d'arrêt. Donc vraiment, on enchaîne les équipes avec zéro stop. Alors, j'en reviens quand même à l'impression jet d'encre, parce que comme Pascal vous l'a dit, je suis spécialiste du développement de la technologie de reproduction de la couleur sur les supports complexes. Donc, ça veut dire qu'on développe des technologies qui se basent bien sûr sur des équipements existants. Hein, donc, ça peut être des presses offset. Voilà, ça peut être des presses offset, ça peut être des presses UV. Et bien sûr, des machines jet d'encre. Hein, donc, des machines jet d'encre 4 couleurs. Des machines tonnerre, qui peuvent être des machines tonnerre 6 couleurs. Avec du pink, par exemple, parce qu'on a vu des choses avec du pink lors de notre voyage.
Et ça peut être des machines jet d'encre 7 couleurs. Et bon, pas de complexe pour l'offset, puisqu'on a fait également des développements pour l'offset avec des technologies, du coup offset, en trame aléatoire, qui montent jusqu'à 8 couleurs. Bon, j'avais expliqué dans le bus, j'avais fait un petit exposé sur la trame aléatoire. Pour certaines personnes, c'est un peu abstrait. J'ai amené des exemples que je déposerai sur la table tout à l'heure, s'il y en a qui veulent voir à quoi ça ressemble. Et j'ai amené aussi des exemples qu'on a fait sur des presses jet d'encre 7 couleurs et des développements offset en 8 couleurs. Alors, donc là, effectivement, on se rend compte que, par exemple, sur des presses jet d'encre, l'espace colorimétrique est tellement grand par rapport à de l'offset, notamment sur les papiers offset, que c'est un bond en avant considérable. Pour vous donner quelques chiffres, on ne parle pas d'une amélioration de 10% ou 20%. Alors c'est vrai que moi je sors un peu des sentiers battus parce qu'on fait des développements spécifiques, mais quand on demande à la presse de Konica Minolta de travailler en mode hors norme, bien sûr, on peut lui demander de travailler dans la norme et de produire très facilement des documents imprimés dans la norme, 47, 52, etc. C'est très simple. Mais en hors norme, on va augmenter la qualité d'impression de non pas 10%, 20%, 30%, mais plutôt 80%. Donc là, c'est quand même un jump que l'on ne peut pas faire sur une presse offset. On peut y arriver sur une presse offset UV avec des développements spécifiques, ce qu'on fait pour certains clients, mais ça n'existe pas sur le marché disponible de manière simple. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué, parce que bon, ça arrive de plus en plus. Bien sûr, les premières presses sont déjà installées, mais Konica Minolta arrive avec une fiabilité de la technologie qui a l'air quand même vraiment impressionnante, puisque j'ai l'occasion de travailler en France aussi sur la machine, et c'est une machine que je n'ai jamais vue en panne. Bon, ouais. La KM1. Ah oui. J'ai l'impression que tu la connais bien, celle-là. Aujourd'hui, elle s'appelle AccueilloJet 30 000. Oui, AccueilloJet 30 000. Bon, voilà. Sinon, ce que je voulais dire aussi, pour rebondir là sur ce qu'a dit Pascal tout à l'heure, on a eu l'occasion de travailler pour une entreprise japonaise qui s'appelle Kodama Printing, qui est à Tokyo, donc. Et c'est vrai que les Japonais ne sont pas tellement quand même partageurs. C'est-à-dire qu'ils sont quand même fiers des technologies qu'ils maîtrisent. Il y a un souci de la perfection qui est culturel, Donc les niveaux d'acceptation de la qualité ne sont pas les mêmes que chez nous, ils sont très élevés. Et lorsque, par exemple, on veut faire un échange, nous, on leur avait proposé un échange, c'est-à-dire de produire en Asie tous les documents des entreprises européennes à destination de l'Asie. Donc, l'idée, c'était bien sûr de réduire l'impact carbone et, en contrepartie, de prendre les productions japonaises à destination de l'Europe, de les rapatrier en France. Ça paraissait évident. Tout le monde a dit « Ah oui, c'est une bonne idée ». Et quand on est passé à la phase concrète, ils nous ont dit « Bon, on va pouvoir faire des choses ensemble vraiment intéressantes, mais il vaut mieux qu'on fasse tout au Japon, ça sera plus sûr pour la qualité. » Bon. Voilà, bon, c'était ce que je voulais vous partager. Non, c'est bon. Il a son micro. Garde le tien. Allez. Bon, moi, je n'avais pas prévu que ça serait aussi formel. Tout d'abord, je veux vraiment remercier tous les partenaires sans qui ce voyage n'aurait pas été possible. Ambition Graphique, Unique, Lourmel, Pascal et Hubert. Hubert, il faut comprendre que pendant tout le voyage, tous les matins, on avait un petit exposé sur ce qu'on allait visiter qui était fait par Hubert. Hubert, c'était notre intelligence artificielle.
tous les matins. C'était mieux que l'intelligence. Je pense mieux que l'intelligence artificielle. Non, mais c'était extraordinaire parce qu'à chaque fois qu'on arrivait sur une visite, en fait, on savait où on allait, on savait ce qu'on allait voir. Et effectivement, on pouvait pleinement profiter de la visite. Il faut comprendre aussi qu'en binôme avec Hubert, on avait Marie, qui était, elle, notre référente culturelle. Marie était japonaise. Et nous donner toutes les indications et toutes les explications culturelles du pays. Donc on avait un mélange tout le long du voyage entre culture, technique. Et moi, ce qui m'a... Alors, comme l'a dit Pascal, moi je suis façonnier, donc les explications techniques sur l'impression numérique, moi je ne serais que utilisateur de cette impression numérique. Ça commence déjà en termes de façonnage, mais du coup j'étais un petit peu loin de tout ça. Mais j'ai énormément... Il faut comprendre déjà qu'effectivement l'ère du numérique et de l'impression numérique, elle a commencé. Je pense que demain il n'y aura plus que ça. Et c'était forcément très très intéressant de voir les progressions. Je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de progression à venir dans les années à venir. C'est comme la voiture électrique et qu'il y aura encore beaucoup de progrès là-dessus. Mais on a du coup entre tous ces éléments vécu un voyage qui est vraiment extraordinaire. Quand Philippe m'avait appelé en me disant Vianney, tu viens. Bon, j'avais dit quelle est ma place vraiment dans ce voyage et franchement il fallait se laisser mener, regarder, et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Si un jour vous avez l'occasion, chacun d'entre vous, si ça vous arrive, franchement il faut profiter à fond de ce que peuvent proposer l'Unique avec Pascal et Hubert. Pour revenir un peu plus dans le détail, effectivement chez Konica on a vu une visite techniquement très très aboutie, avec une chaîne d'impression et de finition en dos carré collé complètement aboutie. Personnellement, moi, en tant que façonnier, j'estime qu'il faut continuer de séparer les fonctions, c'est-à-dire que la fonction d'impression en est une, le façonnage en est une autre. Des lignes toutes faites, ça va être pour moi compliqué à intégrer dans les métiers de demain, et ça laisse peu de place à l'évolution et à divers développements techniques, et surtout à l'imagination. Personnellement, la visite qui m'avait le plus frappé, c'est celle chez l'imprimeur, chez Kyoritsu Printing. Il faut comprendre qu'il y avait 28 rotatives en production, permanence 24/24. Je ne sais pas si c'était 7 jours sur 7, mais je pense 7 jours sur 7. Vous rentrez dans un atelier, comme l'a dit Hubert, un peu sombre. On dirait qu'il y a 40 ou 30 ou 40 ans d'existence, mais ça tourne à fond, avec peu de monde, de 1,8 personnes, je pense, en moyenne par rotative. Donc rotative avec toute la robotisation qui va derrière, ça fait presque personne sur la machine. Et les 2 personnes qui étaient là, en général, elles chômaient pas. Hein. Et c'était assez récurrent, ça, dans toutes les visites, et notamment aussi chez Kyoritsu Printing. On a pu visiter l'atelier de façonnage. J'ai dit, chouette, on va avoir un atelier de façonnage, je vais être chez moi un petit peu. Et j'ai eu mal au cœur pour les gens qui travaillaient dans cet atelier. On est rentré là, il y avait des Muller, il y avait des Osako, et j'ai vu une Muller tourner à 10 000 à l'heure avec une seule personne à la marge sur 6 postes. En France, on ne peut pas faire ça, hein. C'est pas humain, hein. Et surtout que ces gens faisaient des super cartouches sur les Komori. On avait des cartouches mais magnifiques, hein, avec des petites plaques en bois taillées à la bonne mesure. C'était extraordinaire. Et dans l'atelier de façonnage derrière, ils relevaient la cartouche, ils coupaient le lien et ils mettaient tout à la main dans la machine. On se dit, mais waouh, c'est incroyable. À 10 000 km de là, on s'attendait à voir quelque chose d'extraordinaire. Et puis en fait, c'est un peu comme chez nous. L'atelier de façonnage est toujours un petit peu mis de côté. Et ça, c'est vraiment, ça faisait limite mal au cœur. Chez Komori, c'était extraordinaire. Moi, je ne pensais pas qu'on fabriquait des blocs de rotative, un peu comme on fabrique des voitures.
avec des tapis roulants qui conditionnent et qui font progresser l'évolution du bloc en fonction de la cadence et de la vitesse demandée. Une usine hyper structurée, vraiment un modèle de rigueur, de perfection. En plus, ils fabriquent tout de A à Z, de la fonderie aux pièces usinées, à l'assemblage. C'était vraiment une usine, je trouve, modèle à visiter, tant sur le plan technique que sur le plan humain. Effectivement, là, je pense que c'est là où on a vu le plus d'évolution sur la partie formation, évolution aussi des salariés. C'était vraiment une visite très très riche, Komori, vraiment hyper intéressante. Fuji, je vais passer vite fait parce que ça m'a pas créé beaucoup d'émotions. C'était techniquement une usine aboutie dans les démonstrations qu'on a vues, dans ce qu'on a pu voir d'humainement dans la réalisation et la construction des matériels. Je pense qu'on est tous restés un petit peu sur un drôle de goût, dans le sens où il y avait très très peu d'avancées technologiques dans la réalisation, très très peu de robotisation. Moi, la seule chose robotisée qu'on a vue, c'était un tournevis qui comptait le nombre de vis qu'il mettait. C'est extraordinaire parce que toute l'usine est conditionnée sur tournevis. Il y en a à tous les postes de travail. Et ils assurent leur contrôle qualité grâce à ce tournevis. Donc c'est extraordinaire quand ils vous l'expliquent, mais on se dit à la fin, quand même, un tournevis qui compte les vis, on n'a pas inventé l'eau chaude, quoi. Mais du coup, c'était bizarre. Et tout ça dans des conditions effectivement d'hygiène aussi. Ça, faut quand même le dire à chaque fois dans tous les sites qu'on pouvait voir. On a vraiment, nous en France, beaucoup de progrès à faire là-dessus sur l'hygiène et la qualité. Ça conditionne toute leur chaîne de production. C'est globalement très très impressionnant. Chez Fanuc, alors cette usine, effectivement, faut le voir pour le croire. Moi, je pensais pas que ça existait. On avançait de site en site, parce que c'est pas un seul bâtiment. Hein, je sais plus combien il y a de bâtiments, mais il y en a une quinzaine. Ouais, une quinzaine. Moi, c'était assez énorme. Donc on avançait on avait un bus pour aller d'un bâtiment à un autre, et on visitait effectivement cette usine de robots fabriqués par des robots, qui eux-mêmes refabriquent des robots, avec des robots qui s'auto-testent, des robots qui limite s'auto-réparent aussi. Faut le voir pour le croire. À la fin de la visite, le seul truc qui reste un petit peu étrange, c'est que justement on ne voit personne, et ça fait bizarre, alors qu'effectivement sur le site il y avait quand même 4000 personnes, 4000 personnes qui travaillaient. Mais on a avancé de bâtiment en bâtiment sans voir personne. Et comme a dit Hubert, limite, ils allumaient la lumière pour dire coucou, il y a des humains qui sont là. Mais tout ça, voilà, il faut comprendre derrière qu'il y a quand même des hommes, beaucoup d'hommes qui travaillent. Et on aurait peut-être aussi aimé voir comment ils travaillent, dans quelles conditions. Parce que globalement, c'est ça aussi a dit Hubert, c'est que... moi, j'ai pas vu beaucoup de sourires chez les gens pendant le travail là-bas, et ça fait bizarre parce qu'en France, on a besoin de s'engueuler, mais de sourire aussi. Et c'est ce que je me dis. J'ai partagé ce voyage avec les équipes, et on a la chance en France. On est dans un beau pays, parce que j'ai ressenti beaucoup de difficultés socialement là-bas. Marie, quand elle parlait de sa vie, Marie, notre guide, quand elle parlait de sa vie, c'était pas simple. On sent que la vie d'un Japonais, elle est pas si simple. Ils partagent pas grand-chose, ils sont très secrets, ils travaillent énormément. Alors, attention, c'est tant mieux, hein, c'est génial. C'est 2500 heures un ouvrier, 2400 heures de travail par an un ouvrier. Donc, mais il manque quand même, il manque de la vie, il manque un peu d'humanité là-bas, et ça nous réjouit encore plus de travailler ici dans un pays comme on est. On doit se rendre compte de la chance qu'on a de travailler en France. Voilà. Et merci
à Pascal, merci à tous d'organiser des événements comme aujourd'hui pour s'en rendre compte. Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est qu'ils sont tellement mordus du travail qu'après 2400 heures de travail par an, dès qu'ils sont à la retraite, leur première occupation, c'est de chercher un nouveau job. Donc c'est effectivement, là aussi, certainement culturel, mais ils ne peuvent pas rester sans travailler. Et donc, effectivement, on ne fonctionne pas de la même manière, quoi. Pas tout. Tiens, Pascal. Ouais, Pascal. Il y a un contexte particulier. C'est pas une économie qui va bien. Ça ne va pas du tout. On sent que c'est ancré en eux. Ça va pas. Et quand des Japonais Oui. Là. Et quand les Japonais s'installent en France, c'est pas du tout le même comportement. Il faut un temps d'adaptation, mais pas du tout le même comportement. Pas du tout. Les gens qui sont à l'ambassade du Japon en France ou à la Maison de la Culture, etc., qui se sont occidentalisés, n'ont pas du tout l'intention de reprendre ces schémas-là. Ça veut dire quelque chose. Qui plus est, on connaît, il le disait Denis ce matin, la pyramide des âges, non, c'est explosif, en fait. Moi, je voudrais que vous soyez convaincus que les partenaires sociaux, moi-même, Hubert, on n'a pas organisé ça parce que le Japon, c'est tendance. Non. On a un ancien collaborateur de la maison qui s'appelle Martin Baird, qui est le patron de l'agence Occitane France-Japon. Il a épousé une japonaise. Il vit à Tokyo. Il est très critique. Très critique. Et il vit là. Je dis ça, c'est pas pour ça que je conteste tout ce qui est dit là, qui est super intéressant. J'en profite d'ailleurs, je vous le dis, avant de céder la parole à Alban, parce qu'Alban, il a un œil industriel. Hein. Il y a dans cette salle, je ne sais pas si elle est encore là, Mathilde. Non ? Bon. Mathilde Ourdin, la fille de Philippe Ourdin à Aldis à l'origine, est venue me rencontrer, a travaillé avec moi, va s'installer avec son compagnon au Japon, est imprimeur. Elle est imprimeur. Et je vais lui signer une lettre de mission parce que je veux qu'elle essaie de continuer cette aventure-là avec son œil à elle. Ils n'ont pas froid aux yeux, elle a 27 ans, elle ira en Corée, tout ça. C'est une suite parce que sinon, je peux vous assurer, on a toujours l'impression avec Hubert que ça retombe après, quoi. Ça retombe très vite, hein, les gens sont pris dans leur quotidien, c'est logique. Alban, à toi. T'es le meilleur. Non, Merci. D'abord, merci à l'Unique, merci à Ambition Graphique et à Hubert parce que c'était une superbe expérience. Et comme toute expérience, enfin, on a les livres, ça fait 50 ans qu'on entend parler du Japon, c'est pas de hier matin qu'on s'est réveillé en disant le Japon est fascinant. Moi, je me souviens, dans les années 80-90, quand je faisais mes études, c'était déjà un monde fascinant pour l'innovation et pour la qualité. Et on avait l'impression qu'en France, on allait tous mourir, économiquement parlant, face au Japon. Puis de l'autre côté, on avait les Américains. Les Américains, on sait tous que, alors eux, leur force incroyable, c'est le client. Ce qui n'est pas le cas du Japon. Moi, en tout cas, c'est ce que je retiens. C'est qu'ils sont avant tout produits, excellence, opérationnels, mais pas forcément si forts certainement pas aussi forts que les Américains sur la partie client. Toujours est-il qu'aujourd'hui, donc 50 ans après, entre-temps, on est venu en France avec, dans nos usines, partout, on a importé du Kaizen, du 5S, plein de choses qui venaient de là-bas, de l'Asie, en disant c'est génial, plus ou moins bien mis en place, hein, mais c'est vrai qu'il faut aller sur place pour essayer de comprendre pourquoi là-bas ça marche. Mais tout en disant pourquoi là-bas ça marche, en même temps, comme tu viens de le dire, Pascal, le Japon aujourd'hui n'est pas le numéro 1 mondial, comme on aurait pu l'imaginer il y a 50 ans, qui serait loin devant tout le monde. Et finalement, chacun avec ses forces
en fait, en travaillant ses forces, on arrive à être encore plus fort sur son domaine de compétences, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des faiblesses. Alors moi, je ne vais pas refaire la visite des usines que vous venez de faire, parce que je cautionne complètement tout ce qu'on a pu voir donc chez les différents industriels. Mais je dirais que ce qui ressort avant tout, pour moi, le Japon, c'est l'excellence opérationnelle. C'est la capacité d'exécution. C'est vraiment le point essentiel, capacité d'exécution, excellence opérationnelle, et derrière ça, tout ce qui est amélioration continue. On essaye toujours de faire mieux. Et pour moi, il y a trois éléments qui m'ont vraiment frappé. Le premier, c'est alors évidemment la propreté. Vous rentrez dans une usine, c'est propre. Vous vous baladez dans Tokyo, c'est propre. Mais il n'y a pas de poubelle. Et donc ça, c'est déjà un premier signe. Et vous dites, dans mon usine en France, c'est génial, j'ai mis un système qualité en place. Si la qualité si la poubelle est pleine, on sait que c'est beaucoup d'argent dans la poubelle. Donc là, on voit bien que déjà dans leur façon d'être, dès le départ, ils sont habitués à faire les choses bien, propres, si possible du premier coup, et pas de se dire je produis, puis on verra bien après ce qui se passera, on fera le tri. Donc ça, c'est le premier point, pas de poubelle et tout est propre. Le deuxième point, c'est quand vous visitez Tokyo, vous voyez les enfants se balader, ils ne se baladent pas, ils vont à l'école tout seuls, mais les enfants qui ont 5, 6 ans, 7, 8 ans, les parents ne les accompagnent pas. Vous pouvez perdre votre portefeuille, je pense qu'on va vous le récupérer. Il y a un sentiment de sécurité incroyable. Qui dit sécurité, ça ne veut pas dire que derrière, si vous êtes pris, ça va pas mal se passer, attention. Mais en fait, on retrouve ça dans l'usine, dans le sentiment de à vos ordres, mon capitaine. On ne déroge pas à la hiérarchie, on ne déroge pas, encore une fois, à cette capacité d'exécuter. Je dirais que si on met, être patron en France, on passe son temps à vérifier si les gars des équipes ont bien fait ce que j'ai dit qu'il fallait faire. Là-bas, c'est du pain béni, il n'y a pas besoin de vérifier, parce que quelque part, c'est naturel pour eux, on fait bien. Le troisième aspect, c'est la gestion des flux. La gestion des flux, quand vous visitez les usines, qu'elles soient hyper technologiques comme FANUC, avec toutes les automatisations, ou bien la vieille usine qu'on a vue, la vieille par rapport aux autres, donc imprimeurs, mais vous voyez une organisation sans faille, une gestion des flux de supply chain qui ferait pâlir d'envie beaucoup de nous en France. Et cette gestion des flux, alors là, pareil, je la remets dans une autre chose qui m'a frappé, c'est quand vous vous baladez, encore une fois, dans Tokyo et les environs, il n'y a pas d'embouteillage, ou très peu par rapport à une mégalopole si énorme. Il n'y a pas d'embouteillage. Ils ont une capacité naturelle à gérer ces flux. Et finalement, quand on retrouve excellence opérationnelle, dans l'excellence opérationnelle, on parle de flux, on parle de qualité et on parle d'exécution hiérarchique. Voilà, pour moi, c'est les 3 recettes. Maintenant, on reste français, on ne va pas pouvoir les appliquer, mais en tout cas, si on peut s'approcher de ça, c'est déjà quelque chose qui fera qu'on sera meilleur demain. Et pour conclure, la dernière chose, c'est de dire on peut toujours faire mieux. C'est-à-dire qu'on va chercher toujours l'excellence, l'amélioration du process, toujours aller plus loin. Voilà. Merci. Merci à tous. Je vais mettre quelqu'un en contradiction avec lui-même, mon ami Alain, que je connais depuis plus de 30 ans. Alain, on échange. C'est un homme qui recherche la perfection. Il ne m'a jamais cité un imprimeur japonais comme étant le meilleur de l'atteinte d'objectifs d'excellence. Et il m'a même dit le contraire, en disant sur certains marchés, il se fiche complètement de la qualité, Pascal. Et on n'a pas à rougir. C'est ce que tu m'as dit plusieurs fois. Ça ressemble à l'Amérique d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a il y a des marchés de volumétrie, c'est pas leur problème, la qualité. C'est plutôt ce que tu dis, c'est l'excellence opérationnelle, organisationnelle. Mais c'est pas forcément la qualité intrinsèque. Lui qui y tient, il me dit, Pascal, en France, il y a des gens. Quand en Italie, on connaît Nava, c'est là-haut. C'est pas le Japon.
Si, au Japon, il y a quand même des imprimeurs excellents, mais le souci de la perfection au Japon, c'est que, par exemple, les systèmes d'épreuvage, il n'y en a quasiment pas dans le haut de gamme, c'est que des pré-tirages. Donc là, tout à l'heure, on parlait de l'impression digitale, le jet d'encre. Évidemment, quand on commence à travailler avec du jet d'encre, faire un pré-tirage, c'est du pain béni, puisque c'est hyper simple. Alors que sur une presse Komori, même si elle cale très très vite, faut quand même caler 4 plaques. Et si on veut faire un pré-tirage d'un livre de 400 pages qui va tirer à 800 ex, ça devient compliqué. Et donc, effectivement, du coup, il y a 2 options. Soit on fait un pré-tirage et on va chercher l'excellence. L'excellence, c'est pas un pré-tirage, puisque c'est après le pré-tirage, il y a correction, et il y a 2e pré-tirage, bien sûr, éventuellement un 3e, et après, on imprime pour de vrai. Alors évidemment, sur un livre à 800 exemplaires, c'est pas jouable, sinon le prix deviendrait stratosphérique, et donc, ça veut dire que dans ce cas-là, il y a une partie de la production qui passe du fichier à l'impression définitive en suivant la norme, le flux, sans aucun épreuvage. Merci. Bonne démonstration. Super, merci. Merci. Sur l'équerre, parce que